On est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mardi 11 mai 2021. Et on se retrouve pour le sommaire. Aujourd'hui, on commencera avec les disponibilités de PlayStation 5 à venir. Et pas de super nouvelles. Ensuite, petite news sur le premier retour statistique du nombre d'utilisateurs, enfin du pourcentage d'utilisateurs qui a décidé de bloquer les trackers de publicité grâce au système mis en place nativement sur la dernière mise à jour d'iOS. Et visiblement, voilà, c'est massivement appliqué. Et franchement, les statistiques sont assez incroyables. Ça va faire trembler des régies publicitaires, ça. On parlera ensuite d'un SoC Made in Samsung, un SoC ou un SoC, ou appelez-le comme vous voulez. Ça s'écrit SoC. C'est un système on-chip, c'est-à-dire qu'on met tout sur la même puce. On met tout ce qu'on a besoin, processeur, partie graphique, de la mémoire, tout ce qu'il faut pour faire tourner un système. Visiblement, Samsung veut aller plus loin là-dessus. Pour l'instant, ils ont déjà essayé, hein, mais c'est pas toujours bien passé. Et ils s'allient avec quand même des gros, parce que petite collab avec AMD pour du coup AMD se chargerait de la partie graphique. Donc quand même deux gros mastodontes en termes de puces. Samsung dans le design et dans la production. AMD plus voilà, dans le design et le développement plus que dans la production. Mais potentiellement quelque chose de plutôt costaud à la fin. On aura un bon plan SSD avec des SSD de 1 et 2 Tera à des prix plutôt sympas, franchement plutôt attractifs. On aura deux SSD 2,5 pouces SATA et un SSD M2 NVMe PCI Express 4.0, donc dernière génération. C'est assez ouf. On aura un petit point sur les parts de marché sous Steam entre Intel et AMD. Intel est toujours bien devant, mais AMD grappille petit à petit de la marge et ça commence à les mettre pas mal. Et après, on arrivera sur les grosses news d'aujourd'hui. Les nouveaux processeurs Intel 11e génération mobile présentés aujourd'hui avec les nouvelles 3050 et 3050 Ti de Nvidia mobile aussi présentées aujourd'hui et du coup dans la foulée une succession de nouveaux PC portables ou de nouvelles configs sur des PC portables déjà sortis. Du coup, on va bouffer du PC portable. Il y a des trucs sympas, honnêtement. Il y a vraiment des trucs sympas, innovants. Il y en a d'autres un peu moins, mais en prenant en compte quand même qu'on aura des configs dernière génération. Dernier point, ce sera des configs plus ou moins chers. Et ça, c'est un peu ce qui est cool. Effectivement, ces 3050 et 3050 Ti vont apporter du PC portable dernière génération. Alors relativement performant, c'est pareil, hein, on ne sera jamais aussi performant que du haut de gamme, mais ce sera quand même très correct pour tout ce qui est dernière génération. Encore une fois, tout dépend de la définition d'affichage et le nombre d'images demandées, mais ce sera quand même très propre, avec parfois des prix qui peuvent être très intéressants. En vrai, on parle de chez nous de PC à moins de 1000 euros, qui du coup permettrait de faire du gaming et de bénéficier des dernières technologies d'NVIDIA. Donc ça régale. On va avoir principalement du ROG, parce qu'ils ont fait une conférence très longue, peut-être un peu trop longue aujourd'hui, et aussi des Dell et Alienware. Dell et Alienware qui est la même entreprise, deux gammes différentes. Mais en vrai, il y en a 1 milliard et je pouvais pas tous les aborder.
Donc on les éparpillera sur chaque jour de la semaine. Donc si tu cherches un casque audio, je te propose d'aller voir une de mes anciennes vidéos sur un moment où j'ai présenté des casques Logitech avec 2 ou 3 gammes à des prix différents, qui sont pour moi des très bons casques, dont le mien d'ailleurs, et qui sont pour moi des très bons casques pour le PC en USB. Après, des casques USB, il y en a beaucoup, hein, donc il y a plein de marques qui en font des très bons. D'ailleurs, c'est plus une question d'affinité avec le produit et de goût qu'autre chose. Mais il y a beaucoup de. Mais moi je te conseille ce que je connais, dont le mien, qui est plutôt moyen de gamme et dans les 50 euros. Euh, et bah, pour moi, il est bien, il est assez qualitatif et tout. Après, c'est pareil, on peut toujours mettre plus cher et avoir mieux. On peut aussi parfois mettre plus cher et avoir moins bien, ça existe. Donc, moi, je sais que les Logitech, je les trouve bien. Après, c'est peut-être pas les moins chers qu'il y a, mais au moins la qualité est au rendez-vous. Je- J'ai pas essayé toutes les marques, donc les marques que j'ai pas essayé, je pourrais moins m'exprimer. Mais voilà, si t'as le temps, ça doit être sur ma chaîne YouTube, j'imagine. Allez, on commence tout de suite avec les PS5, histoire de pas traîner et de pouvoir jouer à Trackmania aujourd'hui, ça serait bien. Les PS5, on revient dessus, et c'est ni plus ni moins que le Sony Chief Financial Officer, truc comme ça. En tout cas, le chef des finances chez Sony, qui nous dit que bah, pour les stocks, disponibilité de masse, tout ça, va falloir attendre. Ce ne sera pas cette année, en tout cas. Peut-être l'année prochaine, encore rien n'est sûr. Franchement, c'est le flou le plus total. Tout le monde navigue dans le brouillard avec ces pénuries et ces demandes croissantes. En fait, c'est ça aussi qu'il faut mettre dans la balance. Il y a des pénuries, il y a des tensions sur les prods, et en plus, il y a une demande massive, quasiment jamais connue dans le marché des semi-conducteurs. Du coup, voilà, hein, tout ça ensemble, ça fait des blocages. Mais il nous explique qu'ils sont quand même en train d'augmenter la prod, juste il y a trop de gens qui en veulent. En fait, il nous explique que leur console elle est trop bien et que trop de gens la veulent. Du coup, et même en augmentant la prod, ça restera sur un marché avec des lâchers de stock de temps en temps, mais qui ne tiennent pas longtemps parce que encore trop de gens la veulent cette PS5. Et bah, il n'y en a pas assez pour tout le monde. En fait, c'est juste ça, hein, c'est juste qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est juste qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et ils espèrent que ça s'améliore. Ils espèrent aussi, on en a déjà parlé, de faire potentiellement l'année prochaine une nouvelle version avec un petit changement de matériel à l'intérieur pour aller chercher une finesse de gravure plus basse, du coup des performances euh, plus simples à obtenir, notamment en termes de chauffe et de consommation et aussi de taille, ce qui leur permettrait d'avoir potentiellement un truc qui leur coûte un peu moins cher, qui est un peu plus simple à produire et qui dans tous les cas s'ajouterait au modèle déjà existant. On parle aussi d'une version slim. Là, c'est encore différent. Une version slim, ça, en tout cas, des mots de Sony, ça sous-entendrait une version moins performante que la version standard. Ici, la version refresh en 6 nanomètres serait une version totalement équivalente en termes de performance. Juste, juste un matériel différent pour les performances identiques et surtout avec un visuel totalement identique. Donc on verra, mais voilà, si vous voulez vous acheter une PS5, c'est toujours compliqué et ça le restera dans les temps à venir. Jusqu'à quand, personne ne sait, même pas Sony, donc vous imaginez bien. C'est un peu compliqué de savoir. On continue sur quelque chose qui n'a rien à voir. On va parler un peu de votre vie privée et de ce fameux pourcentage
avancée par Apple. Apple nous informe que seuls 12% des utilisateurs d'iOS 14.5, qui est la dernière version mise en place, et cette version embarque un blocage des trackers tiers, donc ceux qui ne sont pas d'Apple, d'un point de vue publicitaire. Donc ça empêche les applications tierces de récolter des données précises sur vous. En fait, c'est ça. Et du coup, on nous informe qu'il n'y a que 12% des utilisateurs qui ont accepté ce tracking. Donc, comment vous dire que c'est compliqué pour une... Ça, c'est un truc de fou, hein. Ça va détruire des marchés publicitaires, c'est sûr. Après, je dis pas que c'est mauvais, hein. Attention. Juste, ça va détruire des marchés publicitaires. Du coup, imaginez déjà, en général, on va pas se mentir, le public Apple et iPhone, c'est tout de même en général un public plutôt aisé, donc un public qui intéresse beaucoup les marques, hein. Plus vous êtes aisé, plus vous pouvez mettre d'argent dans des produits d'une marque, donc plus ça les intéresse. Et ici, du coup, se priver de 88% des gens qui ont la dernière version d'iOS, c'est compliqué, surtout moi je connais un peu iOS et je vous garantis que quand vous avez du matériel assez récent et tout, on vous encourage un maximum à faire les mises à jour. Donc, dans les utilisateurs d'iOS, une grosse partie des utilisateurs ont la dernière mise à jour de l'OS, donc vont avoir cette fonctionnalité. On va leur poser la question, voulez-vous être traqué? Et la plupart des gens vont bien sûr dire non, ce qui est logique. Franchement, qui accepte quand on lui pose la question aussi frontalement, voulez-vous que les applications tierces vous traquent, et que vous pouvez mettre non à tout avec un seul clic. Oui, ça va tenter beaucoup de gens. Oui, beaucoup de publicitaires vont perdre beaucoup de data pour cibler leur, leur campagne. Et oui, ça va changer des choses. Ce n'est que les utilisateurs d'iOS. Ça n'arrivera jamais, je vous le dis, jamais sur Android. Google, ils font de l'argent sur vos données. C'est leur cœur de métier, donc ça n'arrivera jamais. Mais c'est intéressant, ça peut faire changer les choses. Et voilà, hein, c'est quand même un gros atout. Encore une fois, Apple n'est pas le bien et les autres sont pas le... Enfin, et Google n'est pas le mal, hein. Apple fait aussi des choses mal. Mais ce truc-là est quand même plutôt intéressant et visiblement les utilisateurs iOS sont plutôt d'accord avec le fait de ne pas être traqués et voient l'intérêt de ce truc en signalant qu'ils ne veulent pas être traqués. Donc c'est assez fou quand même. 88% des gens ont mis non au tracker. C'est assez incroyable. On continue avec un SoC de chez Samsung, un SoC Exynos. Alors, Samsung qui fait ça depuis quelques temps déjà, qui en fait notamment pour des téléphones, notamment certains modèles de la gamme Galaxy. Mais là, ils veulent aller plus loin. Ils veulent nous faire une Apple. Ils veulent nous faire un équivalent du M1 qui pourrait aller n'importe où, du téléphone à l'ordinateur portable, en passant par une tablette et pourquoi pas dans le futur des all-in-one comme fait Apple avec ses iMac. J'imagine que c'est un peu ça leur but. Il y a une grosse alliance derrière ça, parce qu'il y a quand même AMD qui vient participer à ce projet en se chargeant de la partie graphique. AMD qui a quand même des vraies bonnes connaissances en matière de recherche et développement sur des puces, notamment en partie graphique, hein. Ils ont quand même rattrapé pas mal de retard qu'ils avaient par rapport à Nvidia. On est sur du tout début, on nous dit que ce sera en 5 nanomètres.
du coup fait par Samsung, on imagine. Ce serait quand même le comble derrière faire les puces par TSMC. Euh, mais ils veulent rentrer dans ce segment. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. On a quand même vu Samsung nous faire une conférence pour dévoiler des PC portables. Bien sûr, ils étaient équipés de puces Intel, forcément, et de parties graphiques Nvidia, forcément, parce que pour l'instant, ils peuvent pas rivaliser, mais j'imagine qu'ils ont, voilà, ils aimeraient bien rivaliser, ils aimeraient bien rentrer dans ce jeu-là, où on sait que c'est des plateformes qui vont être qui vont très bien marcher dans les temps à venir, hein, des, des plateformes optimisées et aussi qui consomment peu d'énergie et qui chauffent assez peu pour avoir des plateformes mobiles performantes. C'est ce que tout le monde attend. Là où aujourd'hui, il faut toujours faire un choix entre la performance, mais du coup, la performance entraîne du poids supplémentaire, une épaisseur supplémentaire pour l'aération, tout ça. On aimerait avoir dans le futur quelque chose de performant, fin et qui consomme peu, ou le PC portable idéal. Bien sûr, on n'y est pas encore, mais tout le monde aimerait le fabriquer. On continue avec un petit bon plan plutôt sympa des SSD de qualité avec des formats de stockage intéressants. On a du 1 et 2 Tera chez SanDisk avec ses SSD plus. Donc on est sur classique, SATA, format 2,5 pouces. Très classique. Si vous voulez chercher un peu plus performant, on a celui-là qui a un prix assez incroyable. On est à 190 euros, ça peut vous paraître très cher. C'est relativement cher, mais pas tant que ça, parce qu'on est quand même sur du dernière génération PCI Express 4.0, des débits allant jusqu'à 7000 MO secondes. Le 1 Tera à 190 euros, ça reste correct et c'est en promo en ce moment. Si vous avez un plus petit budget, vous avez le 1 Tera de SanDisk en SATA à 80 euros. Pareil, hein, plutôt propre, 1 Tera de SSD à 80 euros. De quoi accélérer votre config pour pas trop cher. On continue avec les parts de marché sur Steam ou sous Steam. Je sais pas pourquoi ils disent sous Steam, j'aurais dit sur Steam. Bref. Et AMD qui voilà, on voit la pente, ça grappille petit à petit. Ça a mangé, pas mal de pourcentage, hein, surtout ces derniers temps. On nous dit on nous dit à quasiment 30%, mais on est quand même un peu en dessous. On analyse que ce sera probablement au-dessus des 30% le mois prochain, à la fin du mois prochain, enfin à la fin de ce mois-ci plutôt. Je commence à dire n'importe quoi. Et que bah au final, clairement, Intel perd aussi des parts de marché, hein. Si AMD en gagne, Intel en perd. Effectivement, on est sur une dernière génération pas totalement convaincante de la part d'Intel, ça doit jouer aussi. Et du coup, voilà, ils en perdent un peu, ils restent clairement bien devant avec quand même 70% de parts de marché, hein, donc assez ouf. On a des petits pourcentages suivant le type de processeur, suivant le nombre de cœurs par exemple. Comme d'hab, hein, c'est ce qu'il y a de plus accessible qui est le plus répandu avec les processeurs 4 cœurs qui représentent quasiment 41% des utilisateurs de Steam. Les processeurs 6 cœurs sont en plein boom parce que oui, ça devient un peu la norme, les 6 cœurs, et on est quand même à 30,5%, ce qui est quand même pas mal. Et après les 8 cœurs, on en a encore relativement pas mal, mais on descend déjà à 12,7%. Donc voilà.
Et les autres, mais quand je vous dis, quand on parle des i9 à 10 cœurs ou des Ryzen 9 à 12 ou 16 cœurs, euh, on est sur des trucs, les processeurs à 10 cœurs, on a 0,6% des utilisateurs et 12 cœurs 0,9, il y a plus de 12 cœurs, bizarre. C'est, ça représente une part insignifiante en termes de, de quantité par rapport aux autres, hein. Et pour les cartes graphiques, c'est pareil, hein, les 50 et les 60 sont largement plus répandues que toutes les autres cartes parce qu'elles sont plus accessibles, donc sont accessibles pour plus de monde. C'est juste ça. Petite news pour nous reparler, on continue avec les processeurs et petite news pour nous reparler des futurs Intel Alder Lake S qui seront la 12e génération avec tout ce qu'on a déjà cité précédemment. C'est vraiment juste pour revenir. On passe de 14 nanomètres à 10 nanomètres, même si on sait qu'il y a déjà du 10 nanomètres sur des processeurs 11e génération Intel mais portables. On nous apprend qu'on aura potentiellement, on aura jusqu'à 16 cœurs et 24 threads. On aura aussi le PCI Express 5.0 pour encore augmenter les débits. Donc ça va être juste incroyable. Petite info qu'on avait déjà vue, on nous explique qu'il y aura la compatibilité DDR5 mais aussi DDR4. Du coup là-dessus j'ai la petite question dont j'ai pas la réponse mais que je poserai quand même, c'est du coup on peut pas avoir les deux. En tout cas moi j'ai jamais vu qu'il y ait une carte mère où on vous laissait le choix, on vous disait par exemple avant on peut mettre DDR3 et DDR4. Ici, on nous dit qu'il y aura le choix, du coup ce sera quoi suivant la carte mère? Il y aura des cartes mères DDR5 et des cartes mères DDR4. Je ne sais pas, c'est la seule petite question que je me pose, vraiment. Parce que pour moi, il n'y a pas de rétrocompatibilité, ce qui est le problème, alors que par exemple pour le PCI Express, il y a de la rétrocompatibilité. Ah bah top 4, c'est pas mal. Et sinon, bien sûr, on sait qu'il y aura nouveau socket, du coup, nouveau chipset, du coup, nouvelle carte mère avec des séries 500. On verra. Voilà le petit graphe qui nous montre comment ce sera fait avec ici les 8 cœurs Gracemont et là les 4 fois 2 cœurs Golden Cove avec chacun leur mémoire cache à eux et potentiellement des parties graphiques ensuite. À voir comment marchera ces parties graphiques, si on ira chercher un peu plus que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant ou pas. Ça, seul l'avenir nous le dira. Yo Kid Cash, plaisir de te voir. On passe à ce qui a été révélé aujourd'hui et bah, c'est sympa, hein, mais voilà, hein, c'est pas non plus révolutionnaire. On a la suite des processeurs Intel 11e génération mobile, mais en 10 nanomètres. Ça commence à être compliqué de se repérer, mais ceux-là, ils sont bien en 10 nanomètres. Ils sont brandés Intel Tiger Lake H. 10 nanomètres. 10 nanomètres. Les Tiger Lake H sont en 10 nanomètres. C'est les derniers processeurs mobiles sortis par Intel et c'est ceux qui inaugurent les processus en 10 nanomètres d'Intel. Et pour l'instant, ils font plutôt bien plaisir. On avait vu les caractéristiques techniques déjà des potentiels gros. Alors je crois qu'ils ont pas mis ici. Mais aujourd'hui, on nous montre voilà, des processeurs qui vont de 6 à 8 cœurs. Du i5 au i9. Alors je ne sais pas pourquoi, ceux-là, il y a un W à la place du i9. Me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui ai fait les visuels. Mais rappelez-vous, c'est du mobile, du coup on se souvient, sur des plateformes mobiles très limitées par la chaleur émise et l'alimentation, même si tout ça est lié. Du coup on a des contraintes énormes. Ici on a des fréquences plutôt propres à 35 watts,
avec la possibilité d'aller toujours plus et franchement, voilà, hein, faire tourner quand même sur une plateforme mobile 8 cœurs à 4,5 GHz sur les 8 cœurs en boost. Alors en boost, ça veut dire qu'il ne les tient pas dans la durée, mais en pic, ça y va. C'est assez énorme en vrai. Vraiment, vraiment assez énorme. Sur le papier, ils sont voilà, théoriquement meilleurs que la 11e génération de bureaux, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes contraintes sur les processeurs de bureau. C'est un peu dommage de ne pas avoir fait voilà, un équivalent pour les processeurs de bureau. Il faudra attendre la 12e génération. Mais honnêtement, ils sont plutôt très très propres. Et, euh, et ça va permettre, je pense, à Intel de pouvoir reprendre un peu son souffle, respirer un peu, parce que voilà, sur les processeurs de bureau, c'est pas ça. Mais là, ça fait plaisir. Et en plus, on est sur des versions qui sont vraiment allégées en termes de conso et de chauffe, donc qui peuvent être intégrées à un peu n'importe quoi. Ce sera pas accessible en termes, enfin, ça reste des processeurs dernière génération mobile, hein, ce sera plutôt cher, là-dessus on va pas se mentir. Mais en termes de perf, on est quand même plutôt propre. J'imagine peut-être pas, voilà, en termes par exemple de consommation, peut-être pas aussi performant que la puce M1, mais en termes de performance brute, il y a moyen d'avoir des trucs sympas. On avait déjà vu les versions un peu ultra haut de gamme qui pouvaient atteindre, pareil, hein, des fréquences assez élevées, tout en gardant une consommation équilibrée, on va pas dire réduite non plus, mais équilibrée, hein, quand on est sur du i9 à 8 cœurs, c'est quand même dur d'avoir vraiment une consommation faible. Mais il y a du progrès. Ce nouveau processeur 10 nanomètres a l'air de faire du taf tout de même. Bon, ils annoncent des chiffres que je vais pas vous donner parce que c'est du marketing, mais voilà, ils estiment qu'ils gagnent en gros 20% par rapport aux autres. Voilà, hein, ça reste du marketing. Sachez que beaucoup de fabricants de PC portables ont annoncé des nouveaux produits aujourd'hui, suite à ça et suite à l'annonce de Nvidia, qui suit tout de suite. Voilà, ces fameuses 3050 et 3050 Ti pour les portables. Et je vous dis, ça me fait vraiment mais, mais plaisir, mais d'une force. Alors non pas parce que je souhaite acheter un ordinateur portable avec une 3050 ou une 3050 Ti, mais parce que je comprends ce que ça implique. Et je vais vous expliquer tout de suite. Avoir ce genre de carte graphique sur des PC portables, encore une fois, voilà, moi, j'ai un PC fixe avec un processeur qui a 8 cœurs et une carte graphique dédiée, mais je représente une toute petite partie des gens qui jouent à des jeux vidéo. Il faut comprendre que, en général, et je pense que une majorité des joueurs sur PC jouent sur des PC portables avec des configs qui sont à peine faites pour du gaming, parce que c'est accessible et parce que c'est ce qu'ont la plupart des gens qui ne veulent pas mettre 2000 € dans un ordinateur, qui soit portable ou fixe. Et ces 3050 et 3050 Ti, elles représentent ça, elles représentent vraiment l'entrée de gamme du PC portable gaming. Ce que les gens peuvent acheter en se disant, allez, j'aime bien jouer de temps en temps, je vais prendre un PC portable qui est un peu plus que de la bureautique, mais sans forcément lâcher un SMIC. Et on nous annonce déjà des modèles à partir de 800 $, donc 1000 € chez nous, on va dire, avec ces cartes. Ces cartes qui, en plus, sont du coup des RTX, donc bénéficient des technologies de Nvidia qui sont juste top, telles que le DLSS, le ray tracing et les trucs, par exemple, broadcast machin. Tout ça, tout ce que développe Nvidia pour ses cartes les plus haut de gamme dernière génération, ils vont aussi en profiter, alors qu'on est sur de l'entrée de gamme
et un produit qui va être beaucoup plus massivement vendu et répandu chez les gens que peut l'être une 3080 ou une 3090. Il faut comprendre que oui, tout le monde aimerait avoir une 3090, c'est cool, mais une 3090, ça coûtait sur le papier, d'après Nvidia, 1500 euros. En réalité, aujourd'hui, ça coûte plus entre 2005 et 3000 euros. Qui est prêt à mettre ce genre de somme dans une carte graphique? Très peu de gens, et c'est normal. Alors que nombreux vont être les gens qui vont s'équiper avec des 3050 et des 3050 Ti, ici en mobile, mais aussi dans le futur sur les ordinateurs de bureau quand elles débarqueront. Parce que oui, c'est la masse qui est vendue, c'est normal. Donc c'est vraiment très bien. Le petit DLSS qui va pouvoir en plus permettre vraiment d'avoir des expériences fluides dans des jeux qui peuvent être un peu gourmands à la base et un peu durs à faire tourner pour vos machines. Voilà, même du ray tracing. Alors le ray tracing, il va falloir quand même y aller avec précaution et pas oublier d'activer le DLSS en même temps, sinon votre PC va se transformer en plancha. Mais, mais c'est hyper bien, je suis très content. Et enfin, on va avoir des cartes graphiques dernière génération dans des modèles qui sont pas ultra chers. À l'heure actuelle, si vous voulez une RTX série 30 mobile, en général, il faut mettre... allez, si vous avez des promos 1500 euros, mais en général, c'est plus 2000 euros. Ce qui est très cher. Donc, c'est super cool. Et forcément, ça a fait faire plein d'annonces de plein de constructeurs qui ont dit allez hop, nouvelle version avec ces cartes-là, forcément. Accompagné des nouveaux processeurs Intel, vous imaginez bien que c'est ultra propice. Sinon, il y a un petit, si vous voulez, il y a un petit récapitulatif, même si vous n'allez pas y comprendre grand-chose si vous n'avez pas toutes les infos, mais qui compare du coup 5 modèles, enfin les 3 modèles déjà existants plus les 2 nouveaux modèles 3050 Ti et 3050, avec du coup les nombres de cœurs, la consommation. On voit que la 3050 Ti et la 3050 ont les mêmes fourchettes de consommation, elles ont toutes les deux 4 Go de mémoire dédiée. Et dernier petit point intéressant, voilà, en termes de génération de technologie, on est comme sur de la 3080. Ici, on profite des mêmes ray tracing core, des mêmes tensor core, mais aussi des dernières générations d'encodeurs et de décodeurs. Et ça, c'est aussi très important et souvent sous-estimé. C'est aussi toutes ces technologies-là qui font que Nvidia a une grosse partie des parts de marché dans les cartes graphiques. C'est ça qui leur fait garder le lead actuellement et plus forcément les performances brutes. Donc c'est très très important. On continue toujours dans les cartes graphiques, mais pas grand chose à voir, même si on est aussi sur des cartes qui sont censées être un peu plus accessibles. Les premières 6600 et 6600 XT enregistrées, des cartes qui n'ont pas été annoncées officiellement par AMD. AMD qui, un peu à l'image d'NVIDIA d'ailleurs, tarde un peu à lancer les gammes accessibles, ce qui m'énerve toujours un peu, même si effectivement on présente dans un premier temps l'ultra haut de gamme pour montrer les choses incroyables qu'on est capable de faire. La réalité du monde est que la plupart des gens n'achètent pas l'ultra haut de gamme et plutôt ce qu'il y a d'accessible ou à la limite milieu de gamme. Ici, on est plus dans du milieu de gamme, je pense, même si on n'a pas les prix. Et j'espère que ça va arriver, parce que les cartes à 3000 euros, ça fait mal. On passe sur Rogue. Rogue qui a fait une conférence aujourd'hui, une conférence qui, voilà, encore coïncidence, je ne pense pas, qui a eu lieu juste après les annonces de Intel et de Nvidia. Incroyable. Surtout que Nvidia a fait ses annonces alors que Samsung avait fait fuiter ses cartes graphiques lors de la présentation de ses Galaxy Book. Du coup, on savait. Deux modèles surtout mis en avant. Deux modèles qui sont un peu atypiques, ou au moins ont des points un peu atypiques. Le premier, ce ROG Zephyrus M16
M16 pour 16 pouces. Oui, oui, oui. Il fait 16 pouces. Il a du coup un écran avec un format un peu chelou. Au lieu d'avoir du 16 neuvième, on a du 16 dixième. C'est pas encore trop chelou, hein, ça va. Ça permet d'avoir, vous voyez cet écran ici, le mettre en plus grand, qui, qui fait pratiquement toute la taille, hein. On a pratiquement pas de bord, on a des bords très très fins, on a une plus grosse bordure en haut, mais ça reste quand même une intégration d'écran très très propre. J'aime beaucoup. On va être sur de l'ultra haut de gamme, hein. En vrai, c'est vraiment le modèle que vous pourrez pas vous payer. Euh, du coup, les petites specs, du coup, 16 pouces, je vous l'ai dit, format 16 dixième, 2 cm d'épaisseur, ça c'est plutôt propre, 1,9 kg sur la balance, plutôt léger pour un 16 pouces tout de même, et un objet ultra bien fini et des matériaux ultra propres. On va regarder les petits visuels parce que on a... Bah d'accord, ma musique. Pourquoi? D'accord, merci. On a ce petit dos avec du coup des RGB sur la moitié de l'écran. Ici, vous voyez les petits traits lumineux. Et on peut faire des effets et tout. Ça a l'air incroyable. En vrai, peut-être pas, mais au pire, vous pouvez les enlever. Cette petite charnière ici qui permet de surélever un peu pour l'aération. C'est un truc qui est très bien conçu pour éviter la chauffe, en plus des aérations latérales. Donc petite charnière intégrée à l'écran, vous voyez ici, qui vient rehausser le tout. À voir dans le temps comment ça se comporte, c'est le seul point qui peut être un peu problématique, mais si c'est bien fait, ça peut être très très bien. Regardez cette tonne de connectiques qui régale. L'autre côté avec encore des connectiques, l'aération bien sûr, mais vraiment un très beau design je trouve. Et ici on a l'écran, on a la petite caméra en haut, c'est pour ça qu'on a un bord un peu plus grand. Mais plutôt sympa. En termes de caractéristiques techniques, du coup 16 pouces l'écran avec du WQHD 2560 par 1600, format 16 dixièmes, taux de rafraîchissement 165 Hz pour le gaming, des couleurs incroyables, 100% du spectre, DCI P3, même si j'ai aucune idée de à quoi ça correspond. S'il le dit, c'est que ça doit être incroyable. En termes de processeurs, bien sûr, les nouveaux Intel Core 11e génération, probablement présentés juste avant, même si on n'a pas les modèles exacts pour l'instant. Et le store Asus ROG n'a pas été mis à jour, je suis allé voir. En termes de carte graphique, on a une 3070, on a jusqu'à 48 Go de DDR4 3200 MHz. Alors 48 Go, c'est bizarre. Mais en fait, c'est parce que doit y avoir 16 Go de soudé et un slot. Du coup 16 Go plus une barrette de 32, à mon avis. À mon avis. Le SSD, 2 Tera de stockage, mais le tout en PCI Express 4.0, donc des débits de ouf. Toutes les connectiques données ici. On a juste le Wi-Fi 6. Bizarre qu'on n'ait pas le Wi-Fi 6E par contre. Mais petit lecteur d'empreintes, tout ça régale. On n'a pas le prix, hein, mais ça c'est du bon PC à 4000 euros. Hein. Entre 3 et 4. Hein. 3 et 4000 euros, je dirais. On pourrait aller plus si on avait plus qu'une 3070, mais je dirais 3-4000 euros. Et par contre, on a le Thunderbolt 4, et ça c'est plutôt cool. Pas de date, pas de prix pour l'instant. Même pas en précommande ou en visuel sur le store de ROG. En tout cas, dans l'après-midi quand j'ai regardé. Peut-être que c'est différent maintenant. Mais bien curieux. Et encore une fois, là, on ne donne pas toutes les infos. J'imagine qu'il y aura quand même des choix au niveau de la carte graphique. Pas forcément qu'une 3070. Enfin, j'espère que tout ça sera un peu paramétrable. Moi, j'aime bien un peu choisir ce que je veux à l'intérieur. En termes de design, c'est très très propre, mais trop de gamme. On passe sur un autre modèle qui peut être un peu plus accessible, et j'imagine que dans sa version la plus haut de gamme, pas beaucoup plus.
Le S17, encore un ROG Zephyrus. Encore une fois, les petites cartes graphiques Nvidia, les petits processeurs Intel, full régalade. À noter qu'on n'a que ces versions en Intel Nvidia à l'heure actuelle. Mais n'oubliez pas que AMD a promis d'annoncer du matériel mobile au Computex. Et ça ne m'étonnerait qu'à moitié qu'on revienne avec une petite conférence Asus qui nous annonce les nouvelles versions possibles aussi en AMD. Ça me choquerait pas, hein, honnêtement. Du coup, on repart sur du visuel. Ici, visuel un peu plus sobre. On n'a pas le RGB à l'arrière, donc un peu plus sobre. Mais on a une autre petite ingéniosité. Ici, on ne surélève pas dans la charnière, on surélève directement le clavier pour optimiser le refroidissement. C'est plutôt bien pensé. Encore une fois, il faudra voir en termes de qualité. Ça, c'est le truc qui peut, si ça casse, ça peut faire péter un plomb. Mais l'idée est bonne. En vrai, l'idée est bonne. Et en termes d'ergonomie, avoir un clavier un peu penché, légèrement incliné. Alors, pas complètement, mais légèrement incliné, il paraît que c'est bien mieux. Donc, on y gagne sur plusieurs points. À voir comment ça marche d'un point de vue mécanique et si c'est suffisamment solide, comment ça dure dans le temps. Mais l'idée est bonne, vraiment. Je trouve ça plutôt propre et je trouve ça innovant. Et on voit ici ce clavier qui est aussi, je crois, il est optomécanique, ce clavier, je crois, mais pas sûr. Vous voyez ici ce clavier qui surélève. Et du coup, quand vous refermez le PC, et bah, il se remet en place, ce qui fait que bah, quand vous en servez pas, il n'y a pas de poussière qui rentre. Et quand vous en servez, bah, les ventilateurs tournent, donc normalement, il n'y a pas trop de poussière qui rentre non plus. Donc c'est quand même plutôt sympa. Là, on nous présente le 17 pouces, mais il existe aussi une version 15 pouces avec des configs différentes. En termes de connectique, encore une fois, c'est généreux, mais on est sur un 17 pouces. On a de l'USB-C, du Thunderbolt 4, de l'USB standard, de l'HDMI, du RJ45, du port jack, même du lecteur SD, incroyable. Et des configs, voilà, on peut avoir différents trucs. Petit truc sympa, c'est que ici on nous met les différentes cartes graphiques, de la 3060 à la 3080. Il y a des 3050 Ti sur le modèle 15 pouces qui n'est pas montré ici. Et on a encore les 48 Go, 48 Go maximum, incroyable. Point important, c'est ce stockage. Donc voilà la possibilité d'avoir jusqu'à 3 SSD en PCI Express 4.0 de 1 ou 2 Tera, donc potentiellement jusqu'à 6 Tera, qui tourne en RAID 0 avec un débit annoncé jusqu'à 10,5 gigaoctets secondes. Le principe du RAID 0, c'est qu'il fusionne tous les supports de stockage pour en faire qu'un, tout en optimisant le débit. Donc voilà, hein, de quoi pouvoir régaler certains. Honnêtement, avoir 6 Tera de stockage sur son PC portable avec des débits de 10,5 gigaoctets, ça peut être utile pour certains, ça peut être beaucoup trop pour beaucoup de gens, mais voilà, un truc plutôt sympa. Encore une fois, plusieurs configs qui sont plus ou moins accessibles. On est tout de même sur la gamme ROG de Asus, donc on est déjà de base sur les gammes qui sont pas vraiment ce qu'on vend en entrée de gamme, hein. On est déjà dans des prix qui peuvent être un peu chers, mais d'autres... déjà, aller sur du Asus TUF, ce sera moins cher. Ce sera un peu moins premium, mais ce sera moins cher. Donc il y a des alternatives. On finit avec les PC portables et Dell qui en profite aussi pour annoncer quelques changements parce que voilà, hein, tout le monde annonce ses nouveaux PC, donc eux aussi. D'abord sur le XPS 15 et 17 pouces, donc
Voilà, hein, pareil, hein, c'est pas vraiment du matériel accessible, hein. Dell XPS, c'est clairement pas vraiment accessible, c'est déjà du haut de gamme. Mais on y intègre du coup les nouveaux processeurs Intel et ici la 3050 Ti, on ne parle pas d'une 3050 dans ces 15 et 17 pouces. Encore une fois, attendez-vous à voir débarquer pendant le Computex des versions potentiellement avec AMD. J'y crois fort. J'y crois très très fort. Les Dell XPS qui sont des très très bons PC portables. Clairement, c'est pas du PC portable accessible, mais en termes de qualité, de produits et tout. Et vous avez en plus le support Dell qui va bien, donc c'est quand même des très bons produits. On finit avec ici du plutôt très haut de gamme, toujours chez Dell, mais on passe sur les gammes encore plus hautes avec du Alienware X17 et un nouveau design, BIM. Design qui paraît pas si massif que ça, même plutôt ultra fin pour un Alienware de 17 pouces. Notez quand même qu'il fait 17 pouces. Hein. Encore une fois, on nous annonce les derniers processeurs Intel 11e génération et les puces graphiques Nvidia série 30. On a d'autres petits visuels bien sympathiques. En vrai, moi je les trouve très très propres. Avec ce choix des connectiques sur l'arrière, ça c'est quand même un gros choix. Hein. Il paraît un peu moins fin là d'un coup. On est quand même sur quelque chose de très gros, hein, c'est du 17 pouces, prend de la place. Et on voit ici ces connectiques à l'arrière, mais du coup ça nous permet de ne pas faire l'impasse sur les connectiques qu'on a de tout, pour tout le monde. Et ça c'est plutôt très sympa. On nous dit aussi qu'on ajoute une nouvelle technologie de refroidissement à base de 4 ventilateurs. Ces tout petits ventilateurs là avec énormément de pales. Je sais pas combien il y en a, mais vraiment énormément. Et tous ces caloducs pour dissiper la chaleur. Honnêtement, ça devrait permettre d'avoir un très très bon refroidissement. Ça a l'air quand même vraiment solide et vraiment performant. Et effectivement, le rapport encombrement puissance et aussi, croyez-moi que du coup en termes de bruit et de solution de refroidissement, on sera sur quelque chose qui sera encore plus optimal que des versions plus petites parce que plus grand, plus d'espace. Et voilà, on peut caler ce genre de système de refroidissement à base de 4 ventilateurs. Croyez-moi que dans des petits formats, on va avoir du mal à caler 4 ventilateurs. C'est aussi ça. Chaque fois, plus c'est gros, plus on peut enlever certaines contraintes et aussi mettre des plus grosses batteries. On ne parle pas ici, mais on a des bonnes grosses batteries dans ce genre de PC. Encore une fois, on est sur des choses très très chères. Du Alienware 17 pouces, on va être sur des additions salées, mais en termes de produits, on peut pas y dire grand chose. C'est vraiment qualitatif, c'est performant, c'est bien conçu. Vous avez un SAV qui est performant et professionnel derrière. C'est ce que fait Dell, c'est des très bons produits en général. On finit aujourd'hui avec cette petite news qui m'a fait rire. Alors je vous la passe, elle a aucun sens. Mais voilà, une personne s'est amusée à changer, comme souvent, comme on a déjà vu, les puces mémoire d'une de ces cartes graphiques. Ici, on est sur une 2080 Ti et on passe de 11 Go à 22. Voilà. Si, si vous savez pas, si vous savez pas, on peut faire ça, c'est possible. Ne faites pas ça chez vous. Mais ça marche visiblement. Alors, visiblement là, c'est pas super stable, mais la personne qui a fait ça l'a fait avec une carte qui était défaillante à la base. Donc, si derrière ça marche, c'est déjà pas mal, même si c'est pas super stable. Ça reste pas le moyen le plus, le plus recommandé hein, d'avoir une carte graphique avec plus de mémoire. Il vaut mieux en acheter une nouvelle tout de même, surtout si vous n'avez pas les compétences techniques pour faire ça. Parce que si vous n'avez pas les compétences techniques, vous avez juste allez, 99,9% de chances de détruire votre carte et qu'elle ne marchera plus jamais après.
Mais visiblement, c'est possible avec du bricolage, du savoir-faire et un peu de bidouillage électronique et j'imagine aussi un peu dans le code pour qu'il accepte, que la carte accepte d'avoir ses 22 Go à la place de 11, ce qui n'est pas spécialement conçu pour. Mais ok, pourquoi pas. Toujours assez marrant, hein, les gens qui bidouillent comme ça. Parfois, ça fait des trucs de ouf. On a bien vu des gens qui arrivaient à miner de l'Ethereum grâce à une Game Boy. Donc voilà, intérêt zéro, amusement infini. Belle conclusion pour aujourd'hui. On n'a pas fait on n'a pas fait les stocks de cartes graphiques. C'est pour ça que c'était une belle conclusion aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours. Et aussi, je vous invite à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité hardware. Et moi, je vais foncer sur Trackmania parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas trop en retard. Ça me régale. Merci d'avoir regardé et à demain pour la suite de l'actualité.